Alors, on va parler aujourd'hui effectivement de ce secteur qu'on surnomme depuis presque 3 siècles maintenant les étangs de Comelles et qui ne portait pas ce nom-là initialement pour la simple et bonne raison qu'il ne s'agissait pas d'un secteur homogène et cohérent, en tout cas pas au Moyen Âge. Moi, je vais vous en parler du point de vue de l'historien et de l'archéologue et je vais faire un focus essentiellement sur l'apparition de ce secteur-là, sur la création de ce secteur-là. Donc, on va parler beaucoup du Moyen-Âge et on passera un petit peu plus rapidement sur l'Ancien Régime. Donc, on a un territoire qui, dans l'absolu, n'a strictement rien de naturel. Je vous ai mis une photo un petit peu ancienne qui a le mérite de montrer les étangs dans un état d'enlisement moins fort qu'aujourd'hui. Et donc, vous devinez au fond de la photo, dans le dernier plan de la photo, l'étang de Comelles à proprement parler. Puis, vous devinez les 3 autres étangs en enfilade. La loge de Viarme, que d'aucuns surnomment aujourd'hui tristement le manoir de la Reine Blanche. Mais on va en reparler. Château de la Reine Blanche, si vous préférez. Mais dans tous les cas, c'est faux. Et si on prend désormais une carte de l'IGN, donc une carte de l'état actuel ou proche de l'état actuel, vous devinez donc ces étangs, alors avec l'étang de Comelles lui-même qui est le plus envasé, que vous auriez normalement sur la droite, l'étang Chaperon ensuite, qui est le second étang si on va de l'amont vers l'aval, l'étang Neuf que vous devinez ici, borné par les 2 digues, et puis l'étang de la Loge, sachant qu'il existait autrefois, au-delà de cela, un 5e étang, entre guillemets, qu'on appelait l'étang de la Troublerie, vous allez me dire, mais non, de la Tourblerie, je dirais même de la Tourbellerie, probablement d'ailleurs parce qu'on y exploitait de la tourbe, ce que la carte géologique confirme d'ailleurs, puisqu'on a jusqu'à 6,50 m de tourbe conservée dans le secteur du dernier étang, l'étang de la Loge de Viarme, et dans le secteur de l'étang de la Tourblerie. Alors, tout commence à cause de l'abbaye de Chailly, ou presque. C'est difficile de parler de ce secteur avant l'intervention de l'abbaye de Chailly, même si globalement, ce qu'on peut dessiner comme portrait, c'est qu'au XIe siècle, dans ce territoire, on a Guillaume de Mello, seigneur de Mello, qui est propriétaire d'un certain nombre au moins 200 ou 300 arpents de bois. On a les bouteillers de Senlis, qui à ce moment-là s'appellent encore les de la Tour, et pas encore les bouteillers, puisqu'ils n'ont pas encore eu la fonction de bouteiller auprès du roi, qui sont propriétaires de peut-être 1 millier à 1,5 millier d'arpents de bois. Et on a, comme autre grand propriétaire, le roi de France lui-même, évidemment. Il chasse déjà dans ce territoire. Il a, je le rappelle, une maison à La Morlaye. Il a une propriété royale à La Morlaye. Ces grands pouvoirs-là se comptent sur les doigts d'une, éventuellement 2 mains, et maîtrisent assez bien leur territoire. Ils sont tous possessionnés de part et d'autre de la Tève, mais à ce moment-là, la Tève n'est qu'un cours d'eau. Peut-être que l'étang de la Tourbellerie existe déjà ou commence à être creusé à partir des 10e, 11e siècle, mais on n'a aucune information là-dessus, et seule une fouille archéologique pourrait éventuellement nous permettre d'en savoir plus. Sauf qu'il n'y a pas d'urgence à faire une fouille archéologique là-dedans. Elle aurait été formidable à faire dans les années 80 lorsqu'on a modifié le viaduc, mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas d'urgence à aller en faire une là-dedans. Et en plus, c'est protégé zone Natura 2000, donc on ne va pas aller embêter la faune et la flore. Mais sachez qu'à part l'archéologie, il serait bien difficile d'en savoir plus sur les origines exactes du premier étang. Et en 1136, quand l'abbaye de Chailly est fondée, on sait immédiatement qu'elle a des terres à Comelles. C'est la première mention de Comelles, d'ailleurs, dans les textes pour nous. Et on nous dit que l'abbaye de Chailly possède des terres à Comelles, mais on ne nous parle ni d'étang, ni de Grandjean. L'abbaye de Chailly va être propriétaire des forêts, mais va, parce qu'elle a ses donations, pouvoir commencer à creuser les premiers étangs. Et alors, très très tôt, on va nous parler, là vous avez une version propre, mais mise à l'envers, puisque je ne sais pas pourquoi on a fait cette carte vers le nord, on l'a fait vers le sud, on l'a fait vers le nord. Donc, comme elle est en bas cette fois-ci, mais regarde normalement dans l'autre direction. Donc, vous avez les étangs inversés. Et en l'occurrence, le premier étang à exister, c'est donc l'étang de Canol, celui-ci, futur étang de Comelles. Il devait à l'origine aller jusque ici, c'est-à-dire intégrer celui qu'on appelle aujourd'hui l'étang Chaperon. À l'origine, ça va être un seul très grand étang. Et il a été divisé précocement, mais seulement à 1/3 de distance, un peu dans la zone du coude, dans la zone du méandre. Il avait été coupé par une route qui permettait de relier Senlis à Luzarches, en gros, en coupant directement par là.
Et beaucoup plus tard, ça va être modifié au profit de cette nouvelle route que vous avez là, qui est la route des rivaux. Mais ça, c'est le Grand Condé au XVIIe siècle, dans le cadre de sa politique paysagère du parc, qui va relancer tout un tas de voies en abandonnant les anciennes et en construisant des nouvelles. C'est un faux ami. Donc là, vous avez toute la partie à droite qui a été évoquée. Maintenant, on va faire la partie à gauche. En 1223, le roi de France, propriétaire de toute cette partie des futurs étangs de Comelles, il fait la donation à l'abbaye de la Victoire de tous ses biens dans ce secteur. Et donc l'abbaye de la Victoire va s'installer là, et c'est vraisemblablement elle qui va créer l'étang, futur étang de la loge de Viarmes, qui d'ailleurs, pendant les 80 premières années, s'appelle étang de la Victoire. Et en 1293, donc 70 ans après l'avoir acheté, ou après l'avoir reçu par le roi, l'abbaye de la Victoire va se dessaisir de tout ce secteur et va le revendre au seigneur de Viarmes. Et c'est le seigneur de Viarmes qui va décider d'aménager un nouveau château, ou en tout cas une petite bâtisse qu'on va appeler la loge de Viarmes. Et c'est comme ça que va naître le manoir de la Reine Blanche. Et le seigneur de Viarmes, dont le château a été fouillé il y a quelques années, va bâtir la loge de Viarmes. Alors, pour la petite anecdote, quand on a fouillé le château de Viarmes, on a quand même retrouvé des carreaux de pavement. Et que dans les carreaux de pavement, quand vous regardez les motifs, regardez en haut, château de Viarmes, en bas, production de la ferme de Comelles. On retrouve cette espèce de petit fantôme souriant là, vous savez, on dirait un Monster Munch. Dites ça à vos enfants, ils vont aimer l'histoire tout de suite. En tout cas, c'est lui qui va bâtir ça. Le fameux objet du délit. Le château de la Reine Blanche. Alors, je rappelle que le château de la Reine Blanche, c'est un nom qui est inventé au XIXe siècle par un érudit qui s'appelle le préfet Cambry, qui écrit l'histoire de l'Oise et qui, on ne sait pas pourquoi, sort de la cuisse de Jupiter le fait que la Reine Blanche aurait traîné autour du manoir de Comelles. Ce n'est pas référencé, ce n'est pas censé, personne n'en parle avant lui, ça ressemble à une vue romantique de l'histoire de France. Mais toujours est-il que, puisque vous êtes tous beaucoup trop romantiques probablement, ou même poètes, vous avez tous préféré garder ce nom-là. Et donc aujourd'hui, manoir de la Reine Blanche, et puis tout l'espace que vous apercevez là, qui était l'espace de la basse-cour que vous voyez tout à l'heure représenté sur le plan que je vous ai montré, l'allure est toujours un peu l'allure de la structure voulue par les seigneurs de Viarmes à partir de la fin du XIIIe, début XIVe. C'est cette politique à laquelle a voulu rendre hommage le duc d'Aumale quand, au XIXe siècle, il décide d'installer cette statue de Montmorency, de Anne de Montmorency, devant le château. Et cette statue, il l'a fait réaliser, c'est d'autant plus intéressant pour nous qu'il l'a fait réaliser en l'entourant de 8 bornes forestières que le duc d'Aumale a fait rapatrier des forêts pour être placées symboliquement autour du socle. Et ces 8 bornes, en l'occurrence, témoignent en plus des voisins principaux des Bourbons-Condé à cette époque. Donc, les bornes, quand vous allez au château la prochaine fois, ce n'est pas le château qu'il faut visiter, c'est les bornes. Hein. Je compte sur vous. Les 8 bornes que vous voyez là sont figuratives. Elles ont toutes représenté sur au moins une de leurs faces le blason des Bourbons-Condé, bien entendu, ou le blason des Montmorency pour celles qui avaient été posées à l'époque des Montmorency. Mais vous verrez sur les autres faces les voisins les plus prestigieux, l'abbaye de Chaly, l'abbaye de Royaumont, l'abbaye de la Victoire, le sire de Dammartin, le sire de Coix, etc. Certaines d'entre elles sont triangulaires, notamment celle que vous apercevez ici d'eau, c'est-à-dire côté parc là-bas, et celle-ci, c'était la borne qui était placée au niveau de la loge Chaperon, donc ici.